Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture consacrée à la 13e édition du NAPEC ici à Oran. Le NAPEC, le salon et la conférence de l'énergie et l'hydrogène consacrée à la région Afrique et Méditerranée. Bien entendu, événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Je reçois aujourd'hui M. Azdine Tayyar, directeur de la division Banque de données nationale et membre du comité de direction de l'agence Al-Naft. Monsieur Tayyar, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avant d'aller plus dans les détails dans ce débat, j'aimerais avoir votre regard d'expert d'abord, expert dans le secteur de l'énergie, sur cette 13e édition du NAPEC. Quelles sont les nouveautés? L'on a constaté un engouement particulier, peut-être un peu différent des éditions précédentes. On a constaté une participation plus importante, notamment de certaines majors qui ont leur poids sur le marché de l'énergie. Comment avez-vous perçu de votre côté cette 13e édition? Merci pour la question. Et pour ce qui concerne cette édition, cette 13e édition, pour Al-Naft, c'est un espace de communication, d'échange d'expériences et de réseautage, de tisser un petit peu, d'échanger d'expériences avec les compagnies pétrolières, les acteurs dans le secteur de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans le secteur des hydrocarbures. Et également, avec l'avènement de la loi 1913 et sa mise en application après toute la préparation qui a été celle qui a donné lieu au texte d'application, ça a donné un petit peu une idée beaucoup plus précise sur comment conduire des projets pétroliers en Algérie. Et ça fait un focus sur les incitations que cette loi a amenées. Et ça a donné un petit peu une idée, également aux majors, comme vous l'avez cité, pour essayer d'aller voir ce qu'ils peuvent faire en Algérie, parce que ça devenait intéressant. Ça devenait intéressant. Et Al-Naft, dans sa première mission dévolue par la loi, c'est la promotion du domaine minier. La valorisation, bien entendu. Son objectif, Ouais. sa vision, c'est valoriser les ressources en hydrocarbures dans le respect de l'environnement. Ouais. Ensuite, pour arriver à cet objectif, il y a des missions qui sont dévolues. Parmi les missions, la mission première, c'est la promotion du domaine minier hydrocarbures. Ce domaine minier, il couvre pratiquement en onshore plus d'1 500 000 km² et en offshore pratiquement 200 km². Et on a une géologie qui part du simple au complexe. Et il faut aller regarder ce qu'il y a. On est pratiquement à 60% underexplored. Pas très bien exploré. Et ceci dépend de la technologie. Depuis le temps, depuis 1958, qu'on a commencé à faire de la sismique, etc. À ce jour, la technologie a évolué, les techniques ont évolué, il y a de nouvelles modélisations, de nouvelles, on va dire, technologies qui permettent d'aller également regarder ce qui a été fait par le passé. Donc retravailler l'état de connaissance qui aujourd'hui là, mais on peut le reprendre pour essayer de dégager des opportunités. Et c'est ce qui fait que cette édition donne la possibilité à Al-Naft de continuer de faire de la promotion. Parce que là, il y a un réseautage très intéressant à faire dès lors où les acteurs dans le secteur, on va dire large, le secteur de l'énergie, des mines, des hydrocarbures, etc., sont intéressés par, il y a les sociétés des majors, il y a également les sociétés de services, il y a les opérateurs, les sociétés de services, le monde universitaire, il y a les instituts de recherche, il y a également les doctorants, les étudiants, etc. Et tout ce monde, en échangeant, il peut permettre d'arriver à une équation très intéressante pour essayer d'évoluer et continuer à travailler sur ce qui n'a pas encore été fait. Très bien, monsieur Tayyar. La valorisation du domaine minier national algérien passe bien entendu par un marché dynamique, à la fois sur le plan de l'investissement, mais également sur tout ce qui concerne la partie aval de la chaîne de valeur du secteur énergétique algérien. Avant, nous parlions beaucoup d'hydrocarbures. Maintenant, nous parlons d'hydrocarbures, d'énergie renouvelable, plus particulièrement du solaire et de l'hydrogène. Ça veut dire qu'il y a un mix énergétique que l'Algérie souhaite promouvoir afin de réduire peut-être certaines dépendances aux hydrocarbures. Ce mix énergétique, il est aujourd'hui au cœur de cette 13e
édition du NAPEC. Comment Al-Naft là aussi, ou quel regard porte Al-Naft sur ce futur mix énergétique de l'Algérie? Bon, cette question, elle a des ramifications. D'abord, au plan de l'organisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a plus le ministère de l'Énergie, des Mines et des Hydrocarbures. Donc les pouvoirs publics, ils ont scindé pour gagner en efficacité. Oui. Donc ils ont créé carrément un ministère qui est dédié à tout ce qui est énergie et énergie renouvelable. Alors que c'était... Al-Naft, c'est une agence qui est compétente sur un périmètre clair, l'upstream. Donc l'amont pétrolier, exploration, développement, exploitation. Et ça part de la prospection et on arrive carrément au suivi de tout ce qui est, on va dire, développement et production. Mais sur la partie mix et l'intérêt et le regard, je vais vous dire, bon, c'est une politique qui a été mise en place depuis longtemps par notre ministère, etc. Et je pense que c'est la plus belle des choses. Nous avons un territoire très large, 2 500 000 km², du soleil tout le temps, du vent quand on veut, et quand il y a des possibilités d'utiliser cette source d'énergie, la géothermie, beaucoup de choses qu'on pourrait utiliser et qui viendraient en apport et un apport supplémentaire, ce qu'apporte, on va dire, le fossile. Bon, elle a aussi des engagements, elle s'est inscrite dans un cadre, on va dire, international, elle a ratifié des résolutions, etc., transposées dans notre cadre, pour un petit peu veiller à ce que l'environnement ne soit pas impacté par tout ce qui est extraction, etc., en veillant à beaucoup de choses, notamment à l'application de la technologie, et à chaque fois les meilleures technologies, celles qui permettent d'arriver à faire des choses sans, on va dire, altérer l'environnement immédiat et global. Bon, pour ça, je pense que nous, pour revenir à Al-Naft, dans le cadre de nos missions, il n'y a pas que la promotion. Après, je vais revenir à la promotion, c'est important pour nous et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et puis, il y a également la partie, on approuve les plans de développement. Avant qu'un opérateur, ou on va dire que le contractant, son interact avec l'opérateur commence à travailler, il envoie son plan de développement, c'est Al-Naft qui approuve. Il ne peut pas commencer. Et quand on approuve, on regarde une chose très importante, la conservation des gisements. Oui. 1. 2, on va regarder l'impact sur l'environnement. Et comment? Parce que vous savez, en amont, il y a des études d'impact qui sont obligatoires, qui sont faites et envoyées via Al-Naft à l'ARH. L'autre autorité qui regarde tout ça par rapport aux normes. Autorité de régulation. Voilà. Et puis, il y a aussi les études de danger sur les installations, autour des installations, etc. Pas que, c'est des éléments, on va dire, structurants pour l'approbation plus tard. On regarde l'intégrité des puits. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des abondants. Les abondants se font sur des, on va dire, des normes internationales. Et le but, c'est éviter qu'il y ait demain un impact sur l'environnement. Oui. Tu vois, il y a même la loi a mis l'obligation de prévoir de l'argent par rapport au budget de l'activité pour demain restaurer la portion de terrain sur laquelle il y a une activité pétrolière. Alors l'un des défis majeurs, pas seulement lors de cette 13e édition du NAPEC, mais même également pendant les éditions précédentes, c'est bien entendu la technologie, vous venez d'en parler, et cet aspect de la technologie a une particularité, c'est qu'elle s'apprécie à un niveau transversal au niveau de la chaîne de valeur du secteur énergétique, et là j'aimerais plus particulièrement que l'on s'intéresse à la partie data, c'est-à-dire informations qui sont souvent un segment stratégique. Quelle est la vision globale aujourd'hui, nationale, sur la manière dont on doit développer, exploiter, apprécier cet aspect de la technologie en ce qui concerne le développement des bases de données nationales que Al-Naft a décidé depuis quelques années de numériser complètement? Merci. Pour ce qui concerne cet aspect, sachez qu'il est hautement stratégique. Parce que sans data, on ne peut pas faire d'activités, conduire d'activités
d'exploration, de prospection, d'exploitation ou autre. Donc, les pouvoirs publics, quand ils ont pris la loi 0507, avec bien sûr une vision de séparer l'exercice des missions économiques et publiques, ils ont bien sûr la partie économique est restée au niveau de son ANRAC, mais pour la mission publique, ils ont créé des agences pour l'exercer. ANNAFT et l'ANH, comme je disais tout à l'heure, ANNAFT elle est compétente sur le périmètre upstream, donc sur la partie amont, mais elle a doté, la loi, elle a doté ANNAFT d'un outil qu'elle doit créer, qu'on mettra au service du secteur des hydrocarbures, c'est la banque de données nationale. C'est à l'instar de ce qui se passe dans toutes les agences mondiales. Et une agence ne peut pas fonctionner, ils appellent ça un concept NDR, oui. National Data Repository, banque de données qu'on a traduit, banque de données nationale. Et cette banque de données devait regrouper tous les tas de connaissances sur le domaine minier, hydrocarbures algériens, onshore et offshore, acquis depuis le début de ces activités-là, donc je dirais depuis 1958. Donc tout le data devait être regroupé, après formaté, restructuré, travaillé sur la base des standards et des normes internationales. C'est des normes qui ont fondé les NDA, les banques de données nationales. L'objectif, c'est d'avoir l'état de connaissance, on va dire, le mieux à même de permettre plus tard d'intéresser les compagnies, de les attirer pour qu'ils puissent se faire une idée rapidement. L'enjeu est purement voilà, économique. pour la valorisation. Il est purement économique. Et puis, c'est aussi un outil hautement stratégique parce que c'est grâce à ces données-là qu'on peut après discuter. Quand on affiche la densité de la sismique, de l'image du sous-sol, la densité de puits qui ont été faits, etc., quand on regarde le nid d'abeilles qu'il y a et toutes les tas de connaissances, tout de suite, pour les compagnies, pour on va dire les cabinets qui conduisent les études, etc., les experts, c'est intéressant, c'est d'aller regarder qu'est-ce qu'ils ramènent comme information pertinente pour décider d'aller ou pas aller dans des discussions sur ça. C'est toujours les dates. Donc, elle avait l'obligation de créer et de mettre en place cette banque de données. Elle a été créée, elle a été mise en place, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle et elle abrite les données, on va dire la copie officielle des données sur le sol et le sous-sol surtout algérien. Pourquoi officielle? Parce qu'elle engage les autorités. À partir de là, il fallait veiller à la stricte application des standards et des normes qui sont en vigueur. Aujourd'hui, on parle de numérisation, de digitalisation. Je dirais qu'on a commencé à digitaliser et numériser sans utiliser le concept marketing de numérisation. Ça fait très longtemps. Et puis, maintenant, ce qui est resté à faire, c'est de mettre cette banque de données, elle est mise à disposition aux activités internes. Et on l'utilise aussi quand on fait des activités de promotion, on va dire d'appel à la concurrence, etc. Mais on le fait en physical data room, donc on prend les data sur des supports digitaux, donc le data est numérisé, il est là, on le prend et on travaille avec sur des stations de travail. Mais aujourd'hui l'objectif est le suivant, on a entamé cet objectif, c'est carrément mettre à disposition worldwide, de par le monde, aux compagnies, que ce soit surtout aux opérateurs, les gens qui sont intéressés, les compagnies qui sont intéressées par l'Algérie, de voir ce qu'on a comme état de connaissance. Oui. Donc on va leur permettre de naviguer, de regarder, de sélectionner, de voir. Après, s'ils sont intéressés, ils viendraient discuter. Et là, il y aura des discussions sur, la promotion, je viens à la promotion. Donc, soit des autorisations de prospection, s'ils considèrent qu'il faut aller plus en détail, soit des études. On a deux sortes d'études. Les études, ça va permettre carrément aux compagnies d'identifier des opportunités pour plus tard. Des opportunités, quand je dis des opportunités, donc carrément des opportunités de pièges, hydrocarbures, etc. Donc ils travaillent, ils prennent ces données-là, et il y a une convention qui se met en place, qui est un cadre légal, et de deux façons. Soit c'est un financement direct d'ANNAFT, donc elle choisit des régions où elle veut mener des études, différentes études,
ou bien carrément une nouvelle, on va dire un instrument très intéressant, efficace, c'est les études multi-clients. Les études multi-clients, c'est que les opérateurs qui sont intéressés par une certaine région donnée, comme je dis, on va dire c'est régional. Donc ils vont souhaiter travailler sur cette région-là, ils sont prêts à financer et à s'impliquer. Il y a des bureaux qui vont faire les études, c'est des bureaux d'experts, de renom, connus, ils sont labellisés, et ils font des études. Une fois ces études faites, l'intérêt c'est de voir est-ce qu'on a pu dégager à travers ces études des opportunités. Et les opportunités, c'est pour qu'elles soient, mises en appel à concurrence plus tard, sur des régions, on va dire, vierges, etc., ou bien carrément proposées, quand elles sont intéressantes, à la compagnie nationale pour la conclusion de contrats avec le partenaire. Et c'est une façon de, on va dire, de travailler sur tout le domaine minier national, sur tout le territoire du domaine minier national hydrocarbures, pour préciser les choses. On l'a compris, Monsieur Taïar, il faut accompagner le mouvement technologique qui s'accapare du secteur énergétique, se mettre au diapason de ce qui se fait dans le monde et notamment chez les plus grandes majors du secteur, d'autant plus que cette technologie, elle n'est pas immuable, elle bouge, elle évolue très rapidement et si l'on considère un nouvel entrant dans ce secteur, l'invité que l'on n'attendait peut-être pas de sitôt, c'est l'intelligence artificielle qui dicte sa loi sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur énergétique. Est-ce que la maîtrise des banques de données, leur hébergement peut-être en Algérie ici, à travers des centres, des data centers nationaux, est-ce que c'est devenu un enjeu majeur de souveraineté énergétique, voire l'un des aspects les plus importants pour être compétitif, y compris chez soi en Algérie, avec les différents investisseurs ou les différents acteurs qui veulent venir aujourd'hui investir ou s'établir ici en Algérie? Est-ce que la maîtrise totale de ce paramètre est devenue inéluctable? Oui, c'est une évidence même. Il faut toujours s'arrimer aux nouvelles technologies. On ne peut pas se mettre, on va dire, en fin de chaîne. Et c'est très important pour nous, pour deux raisons. Nous avons, comme je disais, une banque de données. La banque de données, elle a déjà un niveau operating, donc il y a une infrastructure, elle fonctionne selon une stratégie, on va dire, à trois orientations. La première, c'est la technologie. La technologie, il y a les infrastructures, donc les data centers, et puis il y a les softwares. Voilà. Et on a le data. Et on a également les processus. Donc c'est un triptyque. Si on touche à l'un, les autres vertex bougent. Donc il faut toujours un petit peu faire bouger les choses de manière cohérente à trouver le meilleur ou la meilleure façon de créer l'écosystème qui permet de travailler en étant efficace. Il ne suffit pas de mettre. C'est vrai que quand on a mis en place la banque de données, il n'y avait pas ce concept d'intelligence, etc., etc. Mais on a une partie ce qu'on appelle IAM, donc Information Management, c'est le data management. Donc, ce qui nous permet de prendre les données, de les mettre en conformité avec les formats, les standards, les normes, etc. Après, les charger dans les bases de données, parce qu'on a du numérique, donc des bases de données. Et aussi, on a un portail en interne qui permet d'être à disposition des activités d'ANAF qui sont dans la valorisation, dans les plans de développement et autres, pour un petit peu leur permettre de travailler, d'exercer les missions qui sont dévolues par la loi à ANAF. Mais eux, ils ont besoin d'applicatifs, de software métier. Donc ils ont les softwares métiers pour qu'ils puissent faire l'exercice des missions dont, on va dire, dans les délais légaux, par exemple, un plan de développement, c'est 60 jours. Donc 60 jours, il faut des logiciels très puissants, métiers, avec des algorithmes très efficaces, Intersect par exemple. Et on est en train d'équiper, de fournir tout ça à nos équipes pour qu'ils puissent avancer. Mais on ne s'arrête pas là. On est en train de mettre en œuvre un portail web externe. Oui. Dans le portail web externe, on veut faire un autre bond maintenant, on est en retard, c'est pour arrimer worldwide, de par le monde,
les gens qui s'intéressent à la partie hydrocarbures algérienne. Ça va leur permettre de carrément se connecter, de faire le tour, de naviguer, d'essayer de voir quel est l'état de connaissance et décider, go or no go. Donc ils vont décider de venir. Ils sont toujours intéressés quand ils ont l'information, donc ils ont une certaine avance et pour venir discuter, etc. Dans ces portails, on va essayer carrément d'intégrer une dose d'intelligence artificielle. Quand on fait ce travail, on a des standards, par exemple, pour la traçabilité, on a des standards pour les dashboards, pour faire un petit peu toute la partie statistique, mais également, on a introduit dans le cahier de charge une partie analytique. La partie analytique, elle va permettre aux personnes, aux experts qui vont faire travailler sur les données, de croiser les données et d'en sortir quelque chose qui va améliorer, on va dire, qui va ajouter de la valeur. Donc rehausser l'image. C'est le premier projet qui est en cours, premier trimestre, fin premier trimestre 2026, on va commencer les tests. Et on va même arrimer, j'ai oublié de le dire, mais il faut le dire aussi, c'est très important, les universités, les instituts de recherche. Ils ont besoin de ces données-là. Les doctorants, les gens qui préparent des doctorats, etc., pour toute cette partie géologie, géophysique, etc., ils ont besoin d'avoir des données pour travailler, pour tester leur modèle. S'ils ont ces données-là, ils vont pouvoir travailler. Et le deal qui va être passé avec eux, c'est de nous donner les résultats. Oui. Parce que l'État aussi, il a confié à NAFT la gestion et la préservation des données de subsurface. Donc, on a créé la banque de données pour créer la copie officielle et la mettre à disposition à travers l'écosystème à tout le monde, y compris maintenant à nos partenaires ici, mais également aux compagnies qu'on vise, qu'on cible. C'est ça la vraie cible. C'est qu'on voudrait attirer l'investissement. Et pour attirer, il faut toucher le maximum de compagnies de par le monde. Il n'y a pas que les séminaires, les trucs, etc. Mais il y a aussi ça. C'est pour ça que je disais au début, la loi a doté ANAF d'un outil qui est au service de la stratégie du secteur. Voilà. Et aussi, c'est la copie officielle. On peut retrouver ces données-là au niveau de Sonandra, parce que c'est Sonandra qui a commencé à travailler. Mais la copie officielle, elle l'engage. Et il faut un gage de qualité aussi. Et pour ce gage-là, et rassurer nos partenaires, on a certifié le management de la qualité de la banque de données nationale. On est à la 3e période de certification et chaque année, c'est pour un petit peu challenger les équipes à rester arrimés, j'ai dit, les processus, à chaque fois de revoir les procédures, de revoir les processus, de les améliorer, parce que le principe de l'ISO 9001-2015, on est certifié à ça, c'est l'amélioration continue. Oui. Si le certificateur regarde, il voit qu'il n'y a pas eu d'amélioration, il va dire non, je ne peux pas te donner un certif parce qu'il n'y a rien qui a été amélioré. Et c'est pour ça qu'on est challengés tous, responsables, management, leader management et puis les équipes, pour essayer d'améliorer, d'agir et améliorer. C'est ce que nous faisons. Et donc, comme je disais, on n'a pas le choix. L'intelligence artificielle, elle sera dans nos projets, elle est dans notre programme et va être utilisée. Et puis également, nous sommes en train de travailler dans le contrat multi-client, j'ai omis de dire qu'on a un partenariat stratégique avec SLB, avec Schlumberger, à travers lequel ils font des études multi-clients. Et puis, il faut carrément mettre à disposition à travers un virtual data room, VDA. C'est que plus tard, Inch'Allah, au maximum de 2 années, on ne va plus faire des data rooms dans les hôtels. On va le faire à travers des plateformes numériques. Oui. Donc, on est en train de travailler, donc on va héberger cette plateforme au niveau de Sonatrach. Donc on est en train de travailler dans cette. Pour vous dire aussi que le data center de la BDN, il est hébergé au niveau de Sonatrach. Parce qu'il n'y a pas que la sécurité, nous avons une charte de sensibilité, des trucs, on est carrément un RSSI, un responsable de la sécurité du système d'information, il fallait qu'on le mette en place, etc. C'est des données stratégiques, même s'ils ne sont pas catalogués. Donc, étant stratégiques pour des raisons économiques, il va falloir les protéger, avoir une traçabilité, et également les mettre à disposition de manière intelligente. Parce que l'objet, c'est attirer l'investissement. Ça peut être, on va dire, quelque chose qui va arrimer les compagnies, etc. C'est ce qui les décide à travailler et à faire.
Tout ça, c'est maîtrisé. Maintenant, sur le VDR, on aura le portail externe. Les gens, ils font un tour, ils regardent ce qu'il y a, etc. S'ils souhaitent de faire des data rooms sur des régions précises, il y a la partie, on va dire, légale, ils vont passer des contrats ou des conventions, etc., signer des accords de confidentialité. Et après, ils peuvent carrément, à distance, faire des virtual data rooms. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'obliger de venir prendre, je ne sais pas d'où, d'Asie, d'Amérique, pour venir travailler sur ça. Et ça les intéresse. Ça les intéresse. Maintenant, vous avez tout à l'heure évoqué quelque chose de très important dans la numérisation. Nous, on fait ça tenant compte de l'écosystème en place. Donc, il y a les agences qui sont créées. Donc, il y a l'agence qui s'occupe de la stratégie de numérisation nationale. Il y a une stratégie qui a été citée et elle est connue jusqu'à 2030. Et on essaye de faire nos projets tenant compte de tout ça. On ne fait pas isolé. Parce que c'est bien que nous ayons commencé bien avant, mais il faut rester dans le cadre qui est pour l'efficacité, mais pas que, pour la cohérence. Très bien. Donc il y a un souci de cohérence. Donc on tient compte de tout ça. Et ces projets, par exemple, les deux dont je viens de parler, ils sont dans la feuille de route de la numérisation nationale. Donc le portail externe et le VDR qui, en conception, nous sommes en train de travailler sur le cahier de charge et en même temps négocier avec Sonatrach comment on va héberger. Parce que Sonatrach, c'est l'ANOC, c'est la compagnie nationale. Et nous sommes là pour un petit peu le secteur, pour servir le secteur. Voilà. Merci Monsieur Azdine Teyal. Je rappelle, vous êtes directeur de la division Data ou Banque de données nationale, également membre du comité de direction de l'agence algérienne Al-Naft. Mesdames et messieurs, notre couverture de la 13e édition du NAPEC se poursuit. Nos programmes se poursuivent également sur Al24 News. À très bientôt.